Bonjour à tous et bienvenue dans la première vidéo de ce qui sera, je l'espère, une longue série de cette nouvelle chaîne Historiapolis, une chaîne consacrée à éclaircir certains points de culture historique. Je dis pas à proprement parler consacré à l'histoire, car on va aborder au fil des vidéos des sujets très divers, touchant à l'histoire, à la philosophie, à la géographie, ou encore à la littérature, dans le but de constituer une vision relativement structurée des processus historiques. Donc on va dire comprendre l'histoire, le déroulement historique, à travers un certain nombre de phénomènes qui ne sont pas forcément, eux, proprement historiques. Par exemple, dans cette première série de vidéos, il y en aura 3 ou 4, on va aborder une sorte d'histoire de la philosophie au niveau mondial, avec l'influence que celle-ci a eue dans les différentes civilisations. Mon objectif, c'est également que ces vidéos puissent être écoutées de manière vraiment libre, c'est-à-dire soit simplement en les écoutant, et en faisant autre chose, un peu à la manière d'un podcast, soit en les regardant parce qu'elles seront accompagnées d'animations, de cartes et de références en tout genre. La plupart de ces vidéos se fera sur la base d'une lecture que j'ai faite, que j'ai trouvée intéressante, stimulante sur le plan de la réflexion. Alors attention, il ne s'agit pas simplement de la recension ou du résumé d'un livre, mais d'une vision de l'évolution de l'histoire, avec comme support certaines de mes lectures que j'ai trouvées les plus complètes. Dans cette première série de vidéos, mon support principal sera le livre « Histoire mondiale de la philosophie » de Vincent Citeaux, paru en 2022 aux Presses universitaires de France, dont j'ai trouvé la méthode et le point de vue particulièrement originaux et clairs. Cette histoire de la philosophie n'est pas une histoire classique des doctrines, prises les unes après les autres de manière abstraite. Il s'agit d'une histoire, d'une part civilisationnelle, au sens où 8 civilisations sont choisies en fonction de ce qu'elles ont laissé notamment sur le plan écrit. Il s'agit des civilisations grecques, romaines, islamiques, euro-occidentales, russes, indiennes, chinoises et japonaises. Et d'autre part, il s'agit d'une histoire cyclique, et c'est là le parti pris intéressant de l'auteur, où l'histoire philosophique de chaque civilisation, qui est selon Citeaux irrémédiablement vouée à la mort, même si elle transmet une part d'elle-même aux civilisations suivantes, eh bien chaque histoire philosophique de chaque civilisation est divisée en 3 grandes étapes. Premièrement, il va y avoir l'époque pré-classique, caractérisée par la domination de la pensée religieuse et des explications transcendantales du monde. Ensuite, arrive l'époque classique, où de nouvelles manières de raisonner et d'argumenter apparaissent. C'est le triomphe de la pensée philosophique. Vincent Citeaux estime que quand ces nouveautés deviennent dominantes dans la vie intellectuelle, ou quand elles ont suffisamment d'importance pour que les penseurs religieux se sentent tenus de les prendre en compte, une nouvelle période s'ouvre. La philosophie rénove et bouscule les dogmes et les traditions, la religion est sur la défensive, c'est l'âge classique de la philosophie durant lequel elle joue pleinement son rôle historique. Ensuite arrive la 3e et dernière époque, qui est l'époque post-classique, où ces nouveaux raisonnements vont de plus en plus en profondeur et se spécialisent peu à peu. Avec la spécialisation vient le besoin de catégoriser, de mesurer. On quitte le domaine de la métaphysique pour entrer dans celui de la pensée scientifique. Je cite une nouvelle fois Vincent Citeaux. Avec la multiplication des courants, des sensibilités, des enquêtes, apparaissent les spécialités. Certains s'intéressent aux étoiles, d'autres dissèquent les animaux, d'autres encore étudient les sociétés humaines, le droit, la morale, etc. Quand ces études, de plus en plus méthodiques et décentrées, développent une conscience d'elles-mêmes en tant que domaine distinct du savoir, on peut dire qu'elles deviennent des sciences. Nous entrons alors dans la dernière étape de l'histoire intellectuelle. La philosophie ne cesse pas d'exister, pas plus que la pensée religieuse n'avait cessé d'être quand la philosophie menait la danse, mais elle n'est plus maîtresse en matière cognitive. À la fin de ces 3 étapes, donc, la civilisation disparaît peu à peu avant de s'éteindre. Cependant, dans ce dernier mouvement, donc l'époque post-classique, science et philosophie se fondent à nouveau dans la pensée religieuse, qui a toujours le dernier mot. En fait, la pensée religieuse dans toutes les civilisations a à la fois le premier et le dernier mot. La religion, d'une certaine manière, la pensée religieuse, est centrale dans le développement, l'apogée et le déclin des différentes civilisations. Par ailleurs, il est assez important d'avoir en tête que les différentes civilisations tirent leur origine de fonds culturels précédents, à l'exception d'ailleurs, à l'exception notable de la Chine. Mais par exemple, la philosophie grecque
provient de la religion et des mythes grecs qui sont eux-mêmes originaires, qui tirent leur origine d'une certaine manière de la pensée de la religion égyptienne. La philosophie romaine, pareil, elle provient d'une importation en grande partie de la philosophie grecque à Rome. La philosophie dans l'espace islamique, elle constitue une sorte de rencontre entre le monde arabe, le monde méditerranéen, notamment le monde grec, voire un certain nombre de pensées de spiritualité orientale. La philosophie européenne, dans son cas, elle est le résultat d'un produit, d'un mélange entre les religions et les pensées, même les organisations sociales des tribus germaniques, ce qu'on appelait les barbares, au moment des invasions de la fin de l'Empire romain, et la pensée et la philosophie gréco-romaine. La philosophie russe, dans son cas, elle prend largement, elle s'inspire largement de la religion, de la pensée de l'Empire byzantin, puisque Moscou, c'est pendant très longtemps considéré comme la troisième Rome, et d'une grosse influence occidentale, qui a toujours, pas toujours, mais qui s'est assez rapidement devenue quand même assez prégnante en Russie. La philosophie indienne, de son côté, c'est la fusion graduelle, on va dire, d'une culture indo-européenne importée et d'une société indigène, les Dravidiens. Et la philosophie japonaise, enfin, c'est une greffe, tout simplement, de la pensée chinoise. Donc partout, la philosophie naît d'une recomposition culturelle et d'une importation d'idées étrangères, d'une certaine manière, sauf en Chine. Voilà, donc la grande idée à retenir globalement de ce livre et de cette conception de la philosophie, c'est un petit peu à la manière d'ailleurs du philosophe allemand Oswald Spengler qui avait écrit Le déclin de l'Occident dans les années 1910, c'est que les civilisations donc, ont une durée de vie, elles naissent, elles atteignent une certaine apogée et puis elles finissent par mourir avec la religion comme fondement central, on va dire comme point de départ et comme point d'arrivée de chacune de ces civilisations, et donc avec, c'est également ça qu'il faut retenir, une époque pré-classique dominée par le religieux, une époque classique dominée par la philosophie et une rétractation du religieux, et une époque post-classique dominée par la science avec une rétractation de la philosophie et un retour, d'une certaine manière, du religieux. Dans cette logique, il est plutôt normal donc de commencer par la Grèce, puisque la Grèce est souvent considérée, même quasiment unanimement considérée comme le berceau de la démocratie et de la philosophie en Occident. La pensée véritablement en Grèce, ça va commencer, en tout cas la pensée sur le plan structuré, ça va commencer vers 600 avant notre ère pour se terminer vers 450 avant notre ère. Donc finalement c'est une période qui est relativement courte, quelques centaines d'années. C'est une ère qu'on va appeler la période pré-socratique. Donc avant l'arrivée de Socrate qui va absolument tout changer dans la vision du monde et dans l'importance de la philosophie. Cette période pré-socratique ou pré-classique, elle est intrinsèquement liée à la mythologie et à la religion grecque, qui est elle-même issue des cosmogonies égyptiennes et babyloniennes. L'importance des récits homériques, qui sont écrits au 8e siècle avant Jésus-Christ, fonde à la fois une vision évidemment mythologique du monde, mais aussi déjà une fascination pour le voyage, la quête d'observation et d'interprétation. Et Dieu sait que le voyage, ça va être quelque chose de très important, la quête, dans les récits grecs, et même ensuite dans la philosophie et la pensée grecque. Le premier foyer de philosophie, si on peut appeler ça comme ça, c'est la côte anatolienne, l'Ionie en actuelle Turquie, et particulièrement Millet. En fait, les premiers philosophes ne doivent pas être vraiment perçus comme tels. Ils n'ont pas d'école structurée, ils n'ont pas de collège, ils n'ont pas d'académie. Simplement des confréries. Et on va dire qu'ils s'inspirent mutuellement dans une certaine mesure, mais ils doivent plutôt être perçus comme des sages, du grec sophoi, davantage guidés par l'explication intuitive, métaphorique et interprétative que par une pensée méthodique et structurante. Ils sont les premiers penseurs du monde grec, et ça c'est quand même important de le dire, à évacuer, en partie seulement, les explications divines, les explications transcendantales du monde. Pour ces penseurs-là, les dieux
ont une importance qui est relative. Il y a déjà une dose de relativisme, si on peut utiliser ce terme, à cette époque-là. Pour eux, en fait, les dieux ne sont que des entités parmi d'autres, comme les éléments, les phénomènes physiques. Parmi ces grands penseurs, il faut évidemment citer Thalès, mais par exemple Pythagore, qui sont tous les deux au 6e siècle avant Jésus-Christ fascinés par les nombres, et qui sont évidemment les inventeurs de théorèmes célèbres. Ensuite, il va y avoir un second cycle dans la pensée préclassique grecque. Ce second cycle il va s'articuler principalement autour de penseurs comme Parménide, Héraclite ou encore Anaxagore, et géographiquement principalement dans les régions de Magna Graecia, donc la Grande Grèce, ce qui correspond aujourd'hui à l'Italie du Sud, donc principalement la Sicile ou encore la Calabre. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, l'Ionie, donc le foyer originel de la philosophie grecque, est soumis à une grosse tension politique et même militaire, puisqu'il y a les guerres médiques, les invasions des Perses qui arrivent de l'Est, ce qui rend l'exercice de la philosophie extrêmement compliqué. On est là dans la première moitié du 5e siècle avant Jésus-Christ. Sans se détacher pour autant du référent complètement divin, il y a quand même un mouvement, un phénomène d'approfondissement de la rationalisation de la pensée. Voilà ce que dit Vincent Citeaux. D'une façon générale, on peut dire que la première moitié du 5e siècle accentue les tendances qui avaient fait l'originalité intellectuelle du 6e. Sécularisation de l'explication du monde, rationalisation de la pensée, intérêt pour l'observation empirique et effort de conceptualisation, théorisation, systématisation. Le grand facteur qui va permettre à la Grèce de passer de la période préclassique à la période classique, ça va être la montée en puissance d'Athènes, à la suite de sa victoire dans les guerres médiques en moins 479. En fait, non seulement Athènes bat la Perse, mais en fondant la Ligue de Délos et en captant la majeure partie des ressources, y compris d'ailleurs par le chantage et par le racket des îles et des villes grecques, elle s'impose comme le centre intellectuel, économique et politique de la Grèce. Les grands penseurs, même s'ils ne sont pas athéniens, sont d'une certaine manière obligés de se rendre à Athènes. C'est une cité très cosmopolite, avec le foisonnement philosophique qui est souvent associé à ces types de villes. En fait, c'est une ville-monde, c'est une ville incontournable. Le cosmopolitisme et la cohabitation de cultures aussi différentes a également une autre conséquence. C'est l'émergence d'un certain relativisme intellectuel qui se manifeste également dans l'attitude face à la religion. C'est-à-dire que sans être reniée, la religion grecque historique est de plus en plus souvent ignorée, ce qui d'ailleurs va créer un certain nombre de tensions et d'accusations d'impiété, évidemment à l'égard de Socrate, d'Anaxagore, Protagoras, etc. Aspasia également est victime de ces accusations. Donc tous ces penseurs sont victimes d'accusations qui sont d'ailleurs également des accusations en général d'intérêt politique et social. Il n'y a pas seulement évidemment l'accusation d'impiété, c'est en fait des rivalités politiques et intellectuelles. Le grand mouvement de la période classique, c'est celui des sophistes. Sophistes, sophoi, toujours la même étymologie, le sophoi, la sagesse, philosophie, c'est l'amour de la sagesse. Mais il y a quand même une différence majeure entre les sophistes de l'époque classique et les sophoi, les sages préclassiques. Notamment parce que les sophistes de l'époque classique ont un caractère de polémistes, de discoureurs. C'est des rhéteurs. Ils prennent la parole publiquement. Ils s'engagent dans le débat politique. Alors que les sages de la période préclassique, les Thalès, Pythagore qu'on avait abordés auparavant, ils avaient plutôt une relation de maître-disciple. Ils étaient fondamentalement des sages, avec une dimension d'initiation. Le mouvement sophistique de la période grecque classique, initialement, il est très positif, dans le sens où il permet de vulgariser, de démocratiser la pensée. Le problème, c'est qu'à un moment donné, il va le faire à l'excès, et il va se transformer en pratique qui, selon Vincent Citeaux, fait croire à certains que la vertu elle-même pouvait s'enseigner comme une recette de cuisine, et que la vérité n'était au fond que le triomphe d'une technique oratoire sur une autre. C'est contre cette négation de la morale et de la vérité que se sont élevés Socrate et Platon.
Cependant, si certains sophistes deviennent de véritables marchands d'idées, au sens littéral de commercialisation de leurs activités, qui ne maîtrisent d'ailleurs pas toujours avec brio, les plus grands sophistes comme Protagoras étaient de véritables polymathes. Polymathe, donc un esprit universel, qui a une connaissance extrêmement étendue sur un nombre très variable de sujets. Protagoras a une connaissance exceptionnelle qui est comparable à celle des Lumières. D'ailleurs, à cette époque classique, la pensée rationnelle est tellement développée qu'elle va trouver une forme particulièrement poussée avec l'émergence d'une forme de matérialisme, puis de l'atomisme, dont le principal penseur est Leucippe. On peut également citer son disciple Démocrite, pour lesquels le monde, entièrement composé d'atomes, est quasiment débarrassé de toute intervention divine. Sauf que, à la fin du 5e siècle avant notre ère, le cours des choses va considérablement se modifier. En fait, il va y avoir une guerre terrible entre Athènes et Sparte qui va causer de grandes violences, qui va causer une famine terrible, qui va causer de nombreuses maladies, et tout ça, ça va tuer de très nombreux Athéniens, notamment issus des classes populaires. Ce qui fait qu'il va y avoir une sorte de rupture dans les mentalités entre les élites intellectuelles athéniennes et les classes populaires allant dans un mouvement, on va dire, en fait, ils se réfugient dans une forme de religiosité qui avait disparu, alors que les classes intellectuels poursuivent leur mouvement de rationalisation et de spécialisation de la pensée. Alors ça va avoir principalement une conséquence positive et une conséquence négative. La conséquence négative, c'est qu'en fait ça va rendre encore plus profonde cette rupture entre les élites et le peuple. Et la philosophie va entrer dans une sorte d'abstraction qui va la couper d'une certaine manière des réalités économiques et surtout politiques et sociales du pays, même si c'est un déclin qui va être très long. La conséquence positive, c'est que malgré tout, cette spécialisation, elle va amener à l'émergence de très très grands penseurs qui vont avoir une capacité d'analyse beaucoup plus poussée que les penseurs précédents et qui se seront spécialisés. Par exemple en histoire, on a Hérodote ou encore Thucydide. En médecine, on a évidemment l'apparition de l'homme qui est considéré comme le premier grand penseur de la médecine, qui est Hippocrate. La grande caractéristique des périodes classiques dans toutes les civilisations, c'est qu'elles sont en général assez courtes, voire très courtes. La période classique grecque, elle ne dure en réalité qu'une quarantaine d'années, c'est-à-dire le temps des guerres du Péloponnèse, ce qui tranche largement avec la période post-classique grecque, qui dure en fait un peu plus de 1000 ans. Ça va être un déclin très 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 long de la philosophie grecque, qui va donc s'échelonner en gros de moins 410 au 7e siècle après Jésus-Christ, période post-classique qui va elle-même se diviser en fait en 3 grandes étapes, qui vont être d'abord l'étape dite hellénistique, ensuite l'étape romaine, et ensuite l'étape chrétienne. La première période post-classique n'est pas tant un déclin qu'un repli, on va dire repli d'une certaine manière des institutions philosophiques sur elles-mêmes. On est donc à la période hellénistique. La période hellénistique, ça correspond globalement au règne d'Alexandre le Grand, qui va constituer un gigantesque empire quasiment jusqu'à l'Indus et au sud jusqu'en Égypte. Donc l'influence grecque va être absolument énorme dans l'entièreté du monde connu, ou quasiment l'entièreté du monde connu de l'époque. En fait, qu'est-ce qui se passe ? Après la chute d'Athènes dans la guerre du Péloponnèse, on observe dans la philosophie grecque une forme donc de repli quelque peu individualiste et une forme de coupure avec l'action et la pensée politique, à l'opposé de ce qu'on avait avec les sophistes, qui étaient donc des rhéteurs, qui étaient des hommes qui intervenaient dans le débat public. D'une certaine manière, les écoles, les grandes institutions de cette époque-là sont le symbole de cette fermeture du champ du savoir, de son retrait des agoras. Il y en a beaucoup, des institutions, mais évidemment les 2 plus célèbres, ça va être l'académie de Platon et le lycée d'Aristote. Dans la lignée de la pensée socratique, ces institutions vont chercher à faire la synthèse, à opérer la synthèse en fait entre l'héritage religieux et la période rationaliste.
sans pour autant céder à l'esprit dogmatique de l'un ou de l'autre. Ils sont conscients de la nécessité du mythe dans l'histoire, et de la dangerosité d'un relativisme forcené qui mènerait à ce qu'on appellera bien plus tard du nihilisme. Mais en même temps, ils refusent de renoncer à l'esprit, on va dire, polymathe, d'une certaine manière encyclopédique, de l'époque sophistique. C'est la raison pour laquelle l'académie et le lycée sont absolument uniques dans l'histoire de la Grèce. À la suite de ces deux grandes institutions se forment de nombreux courants, inspirés en partie des méthodes de Platon et d'Aristote et de la très vaste pensée de Socrate. D'ailleurs, Vincent Citeaux est assez sévère avec ces nouveaux courants. Il les juge intellectuellement amoindris et surtout beaucoup plus sectaires que les précédents. Alors on compte Antisthène et les cyniques, Diogène ou encore Épicure, qui est évidemment à l'origine de l'épicurisme. En fait, ces philosophes se réfugient souvent dans une pensée individualiste et un peu plus autocentrée, à la recherche du bonheur, de l'accomplissement de l'être, de plus en plus loin de la dimension universelle et éminemment politique des philosophes précédents. Mais c'est à la suite des grandes épopées d'Alexandre le Grand que Athènes va définitivement perdre son statut de centre intellectuel du monde grec, du monde hellénistique, au profit d'autres villes, mais en fait surtout d'Alexandrie. En fait, il y a eu au cours du IVe siècle avant notre ère un éloignement progressif de la philosophie et de la science. Les scientifiques ne sont plus vraiment des philosophes, et les philosophes ne sont plus vraiment des scientifiques. Les esprits polymathes se font de plus en plus rares, et au IIIe siècle avant notre ère, si Athènes demeure le centre incontournable d'une philosophie déclinante, Alexandrie, qui restera très rétive à la philosophie jusqu'aux néo-platoniciens, est un centre considérable de la science. Médecine, astronomie, ingénierie, géographie, physique, etc. C'est en fait ce à quoi on assiste, c'est le processus typique des époques post-classiques décrites par Citeaux. C'est-à-dire que la science prend l'ascendant et la philosophie se rapproche de la religion. D'ailleurs, les querelles d'écoles philosophiques au IIIe siècle avant notre ère, dans la période post-classique grecque, donc entre sceptiques, stoïciens, etc., ces querelles elles ressemblent en bien des points aux querelles entre les ordres religieux de la fin du Moyen-Âge, par exemple entre dominicains et franciscains. Elles ressemblent à ces querelles religieuses du Moyen-Âge, et encore sans le foisonnement intellectuel et les phares de la civilisation de l'Occident médiéval. Donc on est vraiment sur une période de déclin de la philosophie grecque. Alors qu'au même moment, en Alexandrie, le génie scientifique est extrêmement bien représenté, avec par exemple Euclide ou encore Archimède. Là on a des mathématiciens, des physiciens qui vraiment portent haut le génie scientifique gréco-égyptien. En fait, c'est la dynastie des Lagides ou des Ptolémaïques qui va favoriser tout au long du IIIe siècle avant notre ère l'essor de la science dans la cité, dont le symbole évidemment le plus prégnant est la fameuse bibliothèque d'Alexandrie. La mort de Ptolémée VI en moins 145 va précipiter l'Égypte dans les troubles et largement contribuer à faire fuir les scientifiques à Rome notamment et dans l'ensemble du bassin méditerranéen. Bien plus tard, il ne faut pas oublier Claude de Ptolémée, qui écrit le fameux Almageste, qui est, on va dire, l'un des derniers représentants de la science d'Alexandrie. La deuxième période post-classique, c'est la période romaine. Les nombreux troubles qui ont secoué la Grèce depuis la guerre du Péloponnèse jusqu'à l'invasion de Rome avec le sac de Corinthe en moins 145, en passant par les violences de l'époque macédonienne, ont encore accru en Grèce la demande de religiosité, qui va se faire de plus en plus prégnante durant les 2 derniers siècles avant notre ère. La thématique de recherche du bonheur décline, emportant avec elle l'épicurisme, pour une recherche de transcendance de plus en plus collective, plus proche de l'idée du salut. En même temps, on a une profusion de rites qui émergent dans les populations, de l'occultisme à l'astrologie, ce qui peut peut-être s'expliquer par le fait, en tout cas en partie, par le fait que Alexandre le Grand ait poussé ses conquêtes extrêmement loin en Orient, jusqu'aux frontières de l'Inde, et que les échanges culturels de son empire transcontinental aient autant porté l'hellénisme dans ces régions, que celles-ci, en sens inverse, aient exporté certains aspects de leur spiritualité vers le bassin méditerranéen. On peut penser par exemple au zoroastrisme, qui est la religion de la Perse, qui aurait pu tout à fait avoir des influences à l'ouest, et notamment du côté de la Grèce. Toujours est-il que ça n'a rien de surprenant que
le christianisme, dans cette profusion de spiritualité et de croyances souvent diffuses et peu structurées, et dans ces temps en demande de sacré, ait eu finalement aussi peu de difficultés à s'implanter sur les rives nord-orientales de la Méditerranée. Il est également peu surprenant que le néoplatonisme d'Alexandrie, sur les ruines de la science grecque et sous l'attraction de l'occultisme généralisé, ait eu autant de succès, vu son niveau de mysticisme et de fascination, notamment pour la magie. La dernière partie du post-classicisme grec, donc, ça va être très dominé tout simplement par le christianisme, que ce soit en réaction au christianisme avec le néoplatonisme, ou par le commentaire des écritures bibliques. Pour résumer les temporalités, on peut donc parler de 3 grandes périodes dans la philosophie grecque. La première période, qui est la période pré-classique, qui est une période en fait de mélange des mythes et des croyances, avec les premières formes de pensée philosophique qui sont développées en Ionie et dans la Grande Grèce, donc en fait pas purement autour de la région d'Athènes, plutôt dans l'ouest de la Turquie actuelle et dans le sud de l'Italie actuelle. Ensuite, on a la période classique pure, qui est en fait la période de domination athénienne, de rayonnement athénien absolu, caractérisé par la domination des sophistes. Ensuite, on a la période post-classique, qui est la dernière, qui est elle-même divisée en 3 étapes, parce qu'elle est extrêmement longue. La première étape, qui est celle du règne d'Alexandre le Grand, donc la période hellénistique, où, à travers ses conquêtes militaires, il va diffuser la philosophie grecque dans quasiment l'entièreté du monde connu à l'époque. La deuxième période, qui est la période de la conquête romaine, qui est associée en fait à un retour d'une forme de religieux, mais de religieux de plus en plus superstitieux. Et la troisième période, qui est la période de l'arrivée tout simplement du christianisme en Grèce, qui va restructurer complètement la philosophie grecque, la réinterpréter à partir du message du Nouveau Testament. Voilà, cette première vidéo est maintenant terminée, je vous encourage à la partager. La prochaine portera sur Rome, la réception romaine de la philosophie grecque et son déploiement dans la République romaine et ensuite dans l'Empire. J'espère que vous avez passé un bon moment et à bientôt sur Historiapolis.